Quand il se réveilla, le soleil n'était pas encore levé. Mais le ciel commençait à s'éclaircir. Des lueurs plus pâles striaient la brume. Il remua et s'étira. Lorsque Katik s'en rendit compte, il s'arrêta, fit signe à Kanik. Celui-ci hocha la tête, abandonna prestement le sac passé sur son dos, puis se lui attachait à sa poitrine, les laissant tomber dans la poussière. Il cala Orcaille sur ses épaules et se mit en route. « Je suis en mesure de vous dire combien de temps s'est écoulé, dit Kanik. Une nuit et un jour. Est-ce qu'on arrive demanda Orcaille. On s'approche, concéda Kanik. Ils avaient dû quitter l'autoroute à un moment donné. Orcaille la distinguait à 1,5 km derrière eux, si toutefois il s'agissait bien de la même route. Ils se dirigeaient à présent vers l'est, vers le soleil levant, vers les montagnes. « Comment saviez-vous où il fallait bifurquer ?» On a cherché le cratère, lui répondit Kanik. « Et vous l'avez trouvé ?» Kanik fit oui de la tête. C'est alors qu'on a bifurqué. Et comment saviez-vous que c'était le bon cratère ? On nous l'a décrit. Il nous a été décrit avec grande précision, dans une chanson par quelqu'un de plus âgé que nous qui l'a visité. Il perdait déjà de son sang quand il nous a chanté le cratère. Il nous l'a chanté. Et puis il est mort. Chanter ? Se demanda-t-il, mais il s'abstint de poser la question. La route était ample, large de peut-être 4 voies, bien que pas aussi vaste que l'autoroute. Elle était ravagée par endroits, mais quelqu'un avait nettoyé les débris, les avait amassés en tas bien ordonnés sur le bord. Cela rendait visiblement les mules inquiètes. Ils arrivèrent à un endroit où la route bifurquait de nouveau vers le sud en grimpant, et les mules débattirent pour savoir s'ils avaient pris la bonne route après tout. Mais au bout d'un moment, après peut-être 1 kilomètre, elle finit par se diriger de nouveau vers l'est, puis tout droit. Ils passèrent devant un centre commercial croulant, entouré de vastes espaces de parking, désormais recouverts de poussière. Une tête de poupée, apparemment, avait été placée au sommet d'un tas de débris le long du chemin. « Êtes-vous sûr qu'il n'y a personne dans les parages ?» demanda Orcaille. Mais aucune des mules ne répondit. Un autre parking, et au-delà un ancien hôpital, son édifice central encore intact. Pas seulement intact, quelqu'un avait recouvert les fenêtres du rez-de-chaussée de plaques de tôle. Derrière une ouverture du premier étage, quelque chose remua subrepticement. « Je crois que je... » commença à dire Orcaille, avant d'être traversé par une douleur aiguë à la poitrine. Ce n'est que dans l'après-coup, alors qu'il chutait, qu'il se rendit compte qu'il avait entendu un coup de feu. Il s'écrasa brutalement sur le sol, ne put soudainement plus respirer. Sa vue se troubla et déclina, puis revint. Il passa sa main sur sa poitrine à l'endroit où la balle avait pénétré, découvrit un trou aussi large que son doigt, peut-être même plus gros. Il ramena sa main devant ses yeux, examina le sang. Kanik vociférait, beuglait. Orcaille leva légèrement la tête, le vit courir dans un sens, Katik dans un autre. D'autres coups de feu retentirent. Un petit nuage de poussière s'éleva près de sa tête. « Il continue à me tirer dessus !» pensa-t-il. « Il veut me tuer !» Il jeta un nouveau coup d'œil à ses doigts ensanglantés et pensa « Peut-être est-ce déjà fait ?» Une autre décharge le percuta, mais elle atteignit sa jambe et il ne la sentit pas. C'est seulement en voyant sa jambe tressauter, puis le tissu de son pantalon viré au rouge, qu'il comprit qu'il avait été touché. « Je devrais ramper à l'abri !» pensa-t-il. Mais il ne pouvait pas bouger. Il laissa retomber sa tête en arrière. Il ferma les yeux, entendit une autre détonation, puis une autre. Après quoi, il perdit le compte. Il ne pouvait plus bouger, plus respirer. Le monde autour de lui n'existait pas, n'était tout simplement pas là. L'obscurité la plus complète l'enveloppait tout à fait.
et aucun objet ne s'offrait à sa vue, ni à ses sens. Là sans être là, suspendu dans le vide, les yeux ouverts. Il était en tout cas convaincu que ses yeux étaient ouverts, même s'il ne parvenait pas à scier, ne parvenait à rien faire. Il restait là sans bouger, s'efforçant de remuer les yeux, de soulever ses doigts, d'y voir quelque chose. « Depuis combien de temps suis-je ainsi ?» se demanda-t-il. « Combien de temps vais-je rester comme ça ?» Une silhouette en combinaison noire se tenait accroupie au-dessus de lui. Le fixait à travers une visière de verre, répétait son nom, encore et encore. Il mit un moment avant de se rendre compte qu'il s'agissait de l'une des mules. « Kanik ou bien Katik ?» Il n'était pas sûr. Respirer lui faisait mal. Réfléchir était laborieux. « Ça y est, il est mort !» fit la mule. Et pendant un bref instant, Orcaille s'imagina qu'on parlait de lui. Katik l'a débusqué et s'est occupé de lui. Il n'y en avait qu'un, juste un renégat qui campait dans l'hôpital. Il s'était bricolé une combinaison de fortune avec un assemblage de tabliers anti-radiation, mais elle n'était pas très réussie. Il n'aurait probablement pas fait long feu. « Je suis mort, moi aussi, » fit Orcaille, avec une voix très basse. Kanik se contenta de rire. « Vous êtes incapable de mourir !» lui répondit-il. Il s'abaissa pour prendre Orcaille dans ses bras. Un poids énorme écrasa la poitrine de Orcaille, qui hurla. Sur quoi Kanik s'arrêta, l'attrapa par le pied et entreprit de le traîner par terre. Ça faisait un mal de chien, mais manifestement c'était mieux que d'être porté. Le bruit de sa tête raclant le sol accidenté résonnait fort dans son crâne. Il se figura qu'une traînée de sang s'étalait sur son passage. Il fit de son mieux pour ne pas s'évanouir. Puis Katik était là lui aussi, demandait à Kanik ce qu'il fichait, s'il avait perdu la boule. « Je ne parvenais pas à le soulever, » expliqua Kanik. « C'était mon seul recours. » Ils se disputèrent un moment, tandis que Orcaille les regardait depuis le sol sans rien faire. Quelque chose en travers de sa gorge lui bloquait la respiration et le fit tousser. Et il pouvait dire au goût dans sa bouche que c'était son propre sang. Puis, sans transition, voilà qu'ils étaient de nouveau arqués au-dessus de lui, alarmés. Une des mules s'empara de ses mains, l'autre de ses pieds. « Je compte jusqu'à 3, » fit celle qui se trouvait près de son visage. « 1, 2, 3 » Une douleur intense le traversa. Sa poitrine se déchira, et il ne put plus respirer. Une lumière inonda ses yeux, et il perdit connaissance.